J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque j'accueille Laura. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Bah, ça va super, merci à toi aussi pour cette invitation. Et ça va super, je suis super contente d'être là. Trop bien. Du coup, vous connaissez probablement Laura sous le prénom Little Cookie sur Instagram. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie et à quoi ressemble ton quotidien? Ouais, carrément. Alors, donc, bah, moi, je m'appelle Laura, j'ai 28 ans et j'habite dans les Vosges depuis 2 ans. Donc, avant ça, j'étais dans le Nord. J'ai changé de région pour me rapprocher de la nature. Et à part ça, du coup, je suis entrepreneur depuis 2020. Et en fait, j'ai testé pas mal de choses. J'ai commencé en tant que community manager. Ensuite, ça ne me plaisait pas forcément, donc j'ai créé une boutique de carnet d'organisation, donc de papeterie. Et puis, au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que ça allait être compliqué d'en vivre. Du coup, j'ai décidé de reprendre ma prestation de service, mais cette fois en proposant la création de sites internet et aussi d'espace Notion sur mesure à ce moment-là. Et là, depuis plus récemment, je fais aussi du coaching organisation. Donc, je suis plutôt multicasquette. Enfin, j'aime bien toucher à plein de choses, et sachant que j'ai aussi une chaîne YouTube à côté de ça depuis 5 ans. Trop bien. Et donc voilà, et côté perso, bah, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup la nature, les plantes. J'adore me balader, faire du yoga. Du coup, en lien avec justement cette notion de nature, d'apaisement, limite d'épanouissement, aujourd'hui, on va davantage parler de slowpreneuriat. C'est vraiment une notion qui, aujourd'hui, en tout cas sur les réseaux sociaux, on la voit un peu partout. Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition du slow? Qu'est-ce que réellement ça voudrait dire et qu'est-ce qu'on entend par là? Alors pour moi, le slowpreneuriat, c'est vraiment l'idée de développer son entreprise, mais de façon vraiment saine et plus sur le long terme, de façon plus slow. Et on peut dire que c'est vraiment l'opposé des startups, où là, les startups, elles vont vraiment essayer de se développer hyper rapidement. Le slowpreneuriat, c'est un peu l'opposé. Et pour moi, c'est surtout l'idée d'avoir un bon équilibre pro-perso, de réussir à créer et développer son entreprise, mais tout en ayant un bon équilibre. Et surtout, travailler moins, mais mieux. Donc, c'est-à-dire, pas juste travailler moins, mais surtout mieux optimiser pour réussir à vraiment travailler sur ce qui fonctionne bien, trouver comment on fonctionne, partir de nous pour trouver notre rythme. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'optimiser pour gagner du temps et utiliser ce temps-là pour des choses personnelles. Ok, donc c'est laisser plus de place à sa vie personnelle quand au final le business prend presque toute la place. Je sais qu'il y C'est a ça. beaucoup d'entrepreneurs qui le vivent et je l'ai moi également vécu. C'est vrai que quand on est entrepreneur, on peut rapidement tomber dans cette frénésie de vouloir toujours plus. Quand on voit que les chiffres commencent un peu à augmenter, on augmente toujours de paliers, etc. Euh, Est-ce que toi, tu es tombé dans ce schéma? Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as vécu d'être dans le toujours plus et d'être au final dans la course d'un truc que tu sais pas réellement ou ça t'est jamais arrivé? Au début, quand j'ai lancé mon entreprise, j'ai eu de la chance, j'avais des aides en fait tous les mois. Parce qu'avant ça, j'étais intermittente du spectacle, du coup j'avais des aides grâce à cet ancien statut. Et du coup, pendant 2 ans, j'avais en fait un salaire qui tombait sans, même si j'avais pas de chiffre d'affaires. Donc j'avais pas cette pression financière et grâce à ça, en fait, j'ai pas forcément eu cette frénésie justement de toujours faire plus pour gagner plus, etc. Donc dès le départ, j'ai pas mal fonctionné en fonction de mon rythme. J'ai tout de suite eu l'habitude de ne pas travailler le week-end, de ne pas travailler le soir, de prendre des vacances. Ok. Du coup, c'était assez sain dès le départ. Mais il y a eu la période où j'ai arrêté d'avoir mes aides et justement, c'est là que j'ai arrêté ma boutique et que j'ai commencé la prestation de service. C'était en 2022. Là, j'ai eu plus cette pression financière et du coup, j'ai eu tendance à plus remplir mon planning, avoir des horaires un peu plus conséquents, même si je pense que je dépassais jamais les 35 heures, mais pour moi, c'est déjà pas mal. Et du coup, à ce moment-là, j'ai ressenti plus de stress, de fatigue, de charge mentale. Et du coup, c'est plus en 2023 où j'ai eu envie de plus consciemment ralentir et de faire encore plus du coup le slowpreneuriat, enfin, le mettre en place. Et donc voilà, je suis un peu passée par les deux états du coup. Mais pas autant que d'autres. Je sais qu'il y en a où ils vont vraiment être à 50 heures par semaine. Je j'ai pas l'énergie pour ça, mais voilà. Je me sentirais pas visée. Je ne me sentirais pas visée vraiment. Cette podcast, il faut savoir qu'on est aussi un peu à l'opposé de ce que moi j'ai l'habitude d'appliquer,
et j'aimerais tendre davantage à ce rythme plus calme, plus slow. En fait, il porte très bien son nom. Ça ne Mm. voudra pas dire travailler moins dans mon enfin, je ne souhaite pas travailler moins, mais travailler Mm. moins de temps, en tout cas. Et c'est là où justement, moi, j'avais un peu un préjugé ou du moins une idée reçue sur ce format-là. Est-ce que le rythme slow veut dire travailler moins? Bah, justement, je trouve que oui, ça veut dire travailler moins, mais c'est le mieux qui est aussi important. OK. Dans le sens où l'idée, en effet, c'est de passer moins de temps à travailler, mais de réussir à optimiser en fait ce temps-là pour faire les mêmes choses, voire plus de choses, et avoir plus de résultats, mais en moins de temps. Parce que l'idée, c'est vraiment ouais, d'optimiser et de faire en fonction de soi pour vraiment travailler quand on est plus productif. Euh, enfin, vraiment être à fond sur les actions qui fonctionnent bien, qui donnent vraiment des résultats, pour au final passer moins d'heures et donc travailler moins, mais en fait on travaille mieux. Donc c'est OK. vraiment le moins mais mieux. Enfin, il faut vraiment mettre les deux ensemble. C'est pas juste travailler moins, parce que sinon, si juste on réduit ses heures de travail et qu'on fait rien pour optimiser, ça va pas forcément fonctionner. OK, donc il y a vraiment aussi ici dans cette mise en place une certaine connaissance de soi qui est Mm. nécessaire parce que tu le disais, hein, savoir quand est-ce qu'on est plus productif, comprendre notre rythme. Est-ce que toi tu recommanderais ce rythme à tout le monde? Est-ce que c'est fait pour les personnes un petit peu plus stressées, les personnes un petit peu plus anxieuses, voire même les personnes un petit peu plus dynamiques? Alors ça ne veut pas dire que celles qui font du slowpreneuriat, sont pas du tout dynamiques, mais c'est vrai que pour vous donner un exemple, moi, j'ai toujours l'impression d'être en retard et quand on me dit: «Mais pourquoi tu vas aussi vite?» la réponse que j'ai à donner, c'est: «Je ne sais pas». Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il faut constamment qu'on soit en mouvement, rapide. Alors je sais que c'est par l'environnement, je sais que c'est par plein de choses aussi, mais est-ce que, c'est, par exemple, un modèle qui pourrait, convenir aux personnes comme moi, qui vont être stressées et qui vont avoir la frénésie du travail de se dire: «Bah, au final, il faut absolument que je le fasse». Bah, je pense que justement, c'est à ce type de personnes-là que ça va être le plus intéressant et OK. que ça va apporter le plus de bénéfices. Parce que, bah, en fait, faut aussi voir est-ce que ces personnes-là sont au niveau de leurs valeurs, est-ce que justement l'équilibre pro-perso est important pour elles, pardon. Est-ce que elles ont vraiment envie d'avoir plus de temps pour elles, passer du temps avec leurs proches, etc. Si oui, du coup, oui, le slowpreneuriat va vraiment être adapté pour elles. Et justement, les personnes qui sont de base anxieuses et stressées, je pense que ça peut vraiment leur faire du bien de justement ralentir, de moins se mettre la pression et de fonctionner plus enfin, en fonction d'elles, de comment elles fonctionnent, de ce qu'elles ont vraiment envie de faire, de leur énergie, etc. Mais comme je disais juste avant, l'idée, c'est pas juste de réduire son travail sans optimiser, parce que sinon, là, ça va juste réduire le chiffre d'affaires. Il n'y aura pas forcément de réflexion assez poussée, et du coup, les résultats seront pas là, et ça risque de les stresser encore plus. Donc, il Mmh. faut réussir à travailler d'une bonne façon pour à la fois réduire le temps, mais en même temps bah, être plus efficace, vraiment travailler sur ce qui apporte des résultats pour que ça soit compensé et Mmh. que finalement ces personnes-là soient pas plus stressées et qu'elles voient qu'elles peuvent travailler moins tout en ayant les mêmes résultats. Et du coup, elles seront, grâce à ça, bah, mieux, enfin, se sentiront mieux. Ouais, je vois. Est-ce que pour qu'on puisse imager, réellement en pratique, dans le quotidien, est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment toi, est-ce que tu as mis en place le soprenariat? Ou du moins, par exemple, une journée type, comment est-ce que toi tu t'organises? Est-ce que tu sais que tu dois travailler de telle heure à telle heure? Est-ce que tu as décalé ta pause déjeuner en fonction de ton rythme? Comment ça se passe toi de ton côté? Bah, je sais que vraiment la base, c'est ce qu'on appelle le chronotype. Je ne sais pas si tu connais, c'est vraiment la façon dont on fonctionne. En gros, à quel moment on est productif, à quel moment on n'est pas trop motivé, etc. Il existe en fait quatre chronotypes différents. Et en fait, déjà en sachant comment on fonctionne, donc par exemple, il y a des gens qui vont vraiment être au taquet dès le matin et Mmh. l'après-midi, il n'y a plus personne. Et à l'inverse, il y en a, ça va être plus le soir. Et du coup, déjà, je trouve que savoir comment on fonctionne par rapport à ça, c'est déjà une première étape importante. Surtout que bah, quand on est entrepreneur, on peut justement faire son planning en fonction de nous. Donc, il faut en profiter, contrairement au salariat. Et du coup, une fois qu'on sait déjà comment on fonctionne, bah, on peut plus faire son planning en fonction de ça. Du coup, on peut se dire que quand on travaille par exemple sur des missions clients ou des gros projets, bah, on va caler ça sur des moments où on est justement plus productive. Et à l'inverse, si on sait que par exemple en début d'après-midi, on a toujours un coup de mou, on n'est pas très motivé, bah, soit on va juste prendre un temps off, ou alors on va mettre des petites tâches assez faciles.
Et Mhm. du coup, bah, moi, par exemple, mes journées, moi, je suis du chronotype ours. Et le chronotype ours, c'est celui qui est déjà, c'est la plus grande majorité. Et c'est un peu le rythme classique, justement, des salariés. C'est en gros, on est productif la matinée et l'après-midi. Et du coup, moi, ça m'arrange parce que comme ça, je peux suivre les horaires de travail de mon conjoint qui, lui, est salarié. Mais en gros, du coup, je travaille, on va dire, de 9h30 à midi et de 14h à 16h30, 17h. Et Ok. du coup, je vais fonctionner surtout par bloc de temps pour vraiment être focus sur ce que j'ai à faire et être très concentré pendant 2 heures, 2h30. Et c'est Mhm. ce qui me permet de faire vraiment les choses efficacement. Et en gros, mes journées sont un peu comme ça, mais je fonctionne beaucoup en fonction de mon énergie et de ce que j'ai envie de faire. Si par exemple j'avais prévu quelque chose et j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de faire autre chose, bah, je vais pas hésiter à Ouais. changer pour faire en fonction de mon énergie. Ouais. Parce que justement, en 2022, j'avais tendance à me forcer à faire, même si j'avais pas trop envie, et du coup, bah, je prenais moins de plaisir et j'étais pas forcément efficace. Et Ouais. après, je me suis rendu compte qu'en faisant vraiment en fonction de mon mood, etc., bah, c'était beaucoup plus fluide. Et du coup, enfin, j'avais plus cette sensation d'être contrainte de faire quelque chose. C'est vrai que moi aussi, pendant très longtemps, je me mettais un calendrier et je suivais tâche par tâche tout ce que je devais faire. Mm. Et c'est vrai qu'en 2023 à peu près, un jour, en fait, j'ai regardé mon calendrier et je me suis dit, mais j'ai pas du tout envie de faire ça, en fait. Et du coup, j'ai décalé la journée. Et c'est juste après où je me suis dit, c'est con parce que j'ai passé tant d'années à faire des trucs parfois où j'avais pas forcément envie de le faire à ce moment-là, quand bien même je savais qu'il fallait que je le fasse. Et même comme ça, en fait, j'avais jamais eu la réflexion de me dire, je vais le décaler ou je vais changer pour l'adapter à mon énergie et à mon envie, parce que j'avais l'impression que ça faisait de moi une personne moins professionnelle. C'est très étrange Mm. vu comme ça, quand je le dis à haute voix. Mais c'est vrai que c'était un peu une analyse que je m'étais faite, notamment parce que pendant très longtemps, moi j'ai entendu que pour réussir, il faut travailler dur. Et c'est vrai que c'est une phrase que je me suis beaucoup appliquée au début, voire même jusqu'au milieu, parce que ça fait 7 ans, mais ça fait bien une grosse partie de mon expérience. Qu'est-ce que toi tu penses de cette phrase? Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'on peut travailler mieux tout en réussissant aussi bien? Bah, pour moi, la phrase ouais, pour réussir, il faut travailler dur, c'est vraiment une phrase que j'aime pas du tout. Et en fait, je trouve que c'est vraiment une fausse croyance, justement, comme tu disais, en fait, Ouais. qui est très, très ancrée, malheureusement. Et du coup, c'est ce qui fait que quand on parle de slowpreneuriat, souvent, on a un peu l'impression de se faire juger, parce Mm, que les gens ont cette phrase-là en tête, et du coup, ils se disent, bah, si tu ralentis, que tu fais moins, en fait, t'es une fainéante. Enfin, il y a justement cette fausse croyance qui est très ancrée. Mais je trouve qu'elle n'est pas vraie parce que bah, il y a des personnes qui travaillent peut-être 20-25 heures par semaine et qui ont des super résultats, qui ont une entreprise qui se développe vraiment. Et au contraire, il y en a qui vont peut-être travailler 50 heures, mais en fait, ils vont faire que des choses inutiles et ils vont avoir zéro résultat. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas forcément travailler dur pour réussir. Et je trouve que justement, bah, la notion de plaisir et d'énergie, elle va rentrer en compte. Si on fait des choses qu'on aime vraiment, mhm, déjà ça va mieux fonctionner et en plus enfin je trouve quand on fait quelque chose qu'on aime vraiment on a moins l'impression de travailler mm, et du coup enfin cette notion de travailler dur, enfin moi ça fait du coup 4 ans que je suis à mon compte, j'ai jamais eu l'impression de travailler dur quoi. Enfin mm. j'ai toujours apprécié mon quotidien, à part en 2022 où j'étais un peu stressée, mais j'ai toujours fait des choses qui me plaisaient, j'avais pas l'impression de vraiment devoir charbonner quoi pour que ça fonctionne un minimum. Donc ouais, je trouve que l'important c'est vraiment de voir sur le long terme et d'essayer de développer une entreprise sur le long terme et de façon bah, pérenne et stable, plutôt que de se dire bah, je vais charbonner pendant 6 mois et puis après ça va exploser alors qu'en fait ça sert à rien. Complètement. Mais c'est vrai, et ça rejoint beaucoup ce qu'on dit généralement, que l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon, parce que Ouais. en fait, il faut de l'énergie, il faut du souffle sur le long terme, sinon bah, vous allez tenir 3 4 5 mois, 6 mois grand maximum, et après, vous allez avoir besoin d'un break parce que justement, Mm. vous aurez trop donné. Et moi, ça m'est presque arrivé, donc je sais de quoi je parle, de passer Mm. vraiment presque, allez, 50 60 heures par semaine sur l'ordi, Mm. le week-end, les jours fériés, il n'y avait plus du familial, enfin, il n'y avait plus rien parce que justement, je m'étais tellement mise dans ce truc de il faut que je travaille dur pour avoir du succès que je sais pas, je me suis moi-même conditionnée et je me suis dit il faut que je donne tout. Sauf Mm. que se donner tout peut aussi être donner mieux et donner un peu moins parce qu'au final, Mm. quand je fais le bilan, comme tu le disais très bien, je passais des heures devant l'ordinateur
Et quand je faisais le bilan, je me disais: «Mais en fait, là, j'aurais pu passer presque 3 heures sur l'ordinateur plutôt que 10». C'était exactement la même chose parce que, Ouais. mon cerveau divaguait, parce que, plusieurs fois, j'avais plus l'énergie. Est-ce que ça, c'est les premiers signes du fait qu'il faut, se mettre au slowprenariat? Quels sont vraiment, selon toi, les premiers critères à prendre en compte pour se dire: «Bah, là, en fait, il faut que je change mon rythme»? Mmh. Bah, je pense que, il y a déjà les douleurs physiques. Ouais, Je sais que, bah, justement en 2022, moi je sentais que j'étais stressée parce que j'avais toujours mal, au niveau des trapèzes et des cervicales. ouais. Et je pense qu'il y en a aussi, ça va être par exemple mal de ventre, il va avoir la Mmh. boule au ventre le dimanche soir. Je pense que tu l'as vécu, non? Puisque Oui, ouais. c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les gens le savent, hein, je n'aime pas Mmh, le lundi et pour autant, tu vois, quand moi je vois des phrases sur Instagram qui disent: «Construis, la vie de tes rêves et tu vas voir que le dimanche soir ne sera plus une angoisse pour toi». Alors moi, quand bien même aujourd'hui, j'ai baissé mon rythme, hein, et je travaille, avec plus de respect avec moi-même, je dirais. Non pas mmh, qu'avant je me respectais pas, mais plus respecter mon temps aujourd'hui. Et les personnes qui m'entourent également et c'est vrai que, même comme ça, moi, le lundi, ça passe pas. Enfin, à chaque fois, le dimanche soir, 19 heures, mon cerveau, il est déjà au lundi matin, tout ce que je mmh, dois faire et puis c'est souvent la journée où il y a tous les imprévus qui arrivent parce que tout le monde se réveille ouais, et du coup, en fait, c'est plus le lundi où je vais, tu vois, ressentir une charge mentale de: «OK, en fait, là, je suis vraiment entrepreneur, j'ai vraiment plusieurs business et là, c'est trop pour ma personne à moi». mmh, Donc c'est vrai que le lundi, OK. c'est jamais trop une bonne journée, c'est vrai. Je confirme. Ouais, OK. Bah, du coup, ouais, donc il peut y avoir ces douleurs-là, physiques, le mal de ventre, la nuque, les cervicales et cetera. Mmh. Après, il y a aussi la sensation de surcharge mentale, donc c'est ce que Mmh. tu viens un peu de dire. Ouais. On peut se sentir fatigué, avoir du mal à dormir, avoir des insomnies, être dans un mauvais mood un peu tout le temps, le stress et cetera, ou même être, plus susceptible. Ouais. Enfin, je pense que si on a ça, c'est normal d'avoir ça de temps en temps, mais si on a ça vraiment très souvent et que c'est vraiment tout le temps, en fait, c'est qu'il y a un problème, je pense. Ça peut être peut-être perso, mais en général, enfin, si on travaille trop, ça mène à ça. Et puis, je pense que si on ignore enfin, tous ces états-là, c'est là qu'on peut après avoir un burn-out Mmh. si on Complètement. ignore ça. Du coup, si jamais ceux qui nous écoutent ont déjà Mmh. ces symptômes-là, faut peut-être Complètement. se poser un peu, réfléchir. Et j'aimerais aussi rajouter et je suis complètement d'accord avec toi, on se connaît pas, physiquement, personnellement, mais c'est vrai que j'ai eu l'impression que tu as décrit la Marine, d'il y a quelques années, et ça me fait Mm, sourire parce que à l'époque, je me rendais pas compte et du coup, si vous, mm. vous êtes dans ce cas-là, c'est OK et c'est pas grave. Moi, je me suis rendu compte d'à quel point mon business prenait trop de place quand je devais aller chez le médecin. Je fais une consultation chez le médecin et je le prends avec mon ordi sous le bras. Mon ordi est ouvert sur la table pendant la consultation et le médecin Ouais, me regarde et me dit: «Est-ce que ça, c'est réellement nécessaire?» Et je lui dis: «Oui, c'est réellement nécessaire». J'avais l'impression, tu vois, limite que si j'arrêtais de travailler, vu que j'étais matrixée et vu que je voyais tout le monde avoir du succès et que tout le monde sur Instagram te dit: «Oui, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut travailler de telle heure à telle heure, il faut faire telle routine, machin», qu'en fait, je m'étais tellement moi-même conditionnée parce que c'était aussi un monde que je ne connaissais pas, qu'il y avait jamais de pause, il y avait rien. C'était tout le temps, et en fait, c'est quand le médecin m'a regardée comme si j'étais une folle qui m'a dit: «Mais là, vous vous rendez compte?» Et même il m'a posé des questions, il m'a dit: «Mais vous faites quoi dans la vie? Enfin, pourquoi c'est nécessaire? Vous pouvez pas fermer». Il m'a dit: «La consultation va durer maximum 30 minutes». Je lui dis: «Oui, mais non, c'est pas possible». J'étais tellement dans ce truc et en fait, c'est ouais, quand je suis rentrée chez moi que j'ai un peu tout remis en question, donc c'est OK si vous, vous êtes dans ce cas-là aussi. Il y a pas de culpabilité à avoir d'être justement dans cette frénésie. Mais c'est vrai que dans le slowpreneuriat, il y a vraiment une notion qui est hyper importante de pause. Quels sont, selon toi, les types de pauses que tu recommanderais? Quelles sont les activités qui peuvent nous détendre, qui peuvent nous stimuler? Parce que tu vois, moi, par exemple, quand je ferme mon ordinateur, avant en tout cas, il y a quelques années, parce que maintenant j'ai fait un travail dessus, bien entendu, sinon mm, je ne serais pas là aujourd'hui. Quand je fermais mon ordinateur, en fait, je regardais le plafond et je me disais: «Mais en fait, je fais quoi? Enfin, j'ai rien à mm. faire», tu vois? Ouais. Bah, c'est vrai que justement, c'est vrai que c'est difficile de se motiver, d'appliquer ce slowpreneuriat si à côté on n'a rien en fait, s'il y a rien d'important justement à côté. Mmh. Et si vraiment, bah,
peut-être que vous vivez seul, que vous n'avez pas vraiment d'activité personnelle, bah, c'est sûr que ça va être comme tu dis, on va fermer l'ordi et on va avoir rien à faire. Et du coup, bah, on va se dire, bah, autant continuer de travailler. Du coup, Complètement. c'est vrai que pour commencer le slowpreneuriat, c'est bien de savoir qu'est-ce qu'on va faire côté perso. Donc, ça peut être soit des choses qu'on fait déjà et qu'on veut développer, ou alors ça peut être justement l'idée de créer un nouveau projet, mais personnel. Par exemple, bah, se mettre au sport ou travailler dans une association ou, je sais pas, faire des travaux chez soi, des choses comme ça, des choses créatives aussi. Et le fait d'avoir vraiment quelque chose aussi côté perso qu'on a envie de développer, ça va nous donner envie de finir plus tôt et du coup de se mettre sur ce projet-là. Et donc au niveau des pauses, bah, déjà c'est important dans la journée de faire des petites pauses régulièrement. Mais je trouve que c'est bien de le faire en dehors des écrans parce que quand on fait une pause et qu'en fait on scrolle sur Instagram pendant 10 minutes, en fait notre cerveau il se repose pas du tout. Ouais. Donc ça sert un peu à rien. Donc ça peut être juste bah, aller se faire un thé, prendre un petit goûter, ou alors moi j'aime bien faire le tour de mon jardin, des Mhm. choses comme ça. Et sinon pour les pauses plus longues, ou justement en fin de journée ou le week-end, etc., bah, moi personnellement j'aime beaucoup bah, du coup faire des balades, faire du yoga, vous pouvez aussi faire du journaling, les activités créatives comme la peinture, l'aquarelle, ça c'est très sympa parce que ça permet vraiment de déconnecter. Ouais. Et personnellement, je suis assez nulle en dessin, du coup, ce que j'aime bien, c'est les peintures au numéro, Ah parce que ouais. c'est un peu juste du coloriage, mais en peinture, donc c'est assez agréable. Mm. Il y a aussi la poterie, écouter des podcasts, faire de la Mhm. musique, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Et des fois, j'ai vraiment juste envie de couper mon cerveau et de pas réfléchir, de pas commencer à sortir des trucs pour me Mhm. lancer dans une activité. Et dans ce cas-là, ça va être plus série ou film. Ça, Ok. c'est vraiment Comme couper le quoi, cerveau. ouais, il y a vraiment un panel de choses en fait quand on se dit, mais en fait, je vais faire quoi? Ouais. C'est juste, en fait, il faut vouloir chercher des Mm. activités pour vraiment, en fait, déconnecter. Toi, tu disais très bien que euh, il y a vraiment cette notion de savoir qu'il y a quelque chose d'externe, de plus important. Mm. Et tu nous parlais du coup de la vie avec ton conjoint, de pouvoir être à son rythme, voilà, Mm. de pouvoir équilibrer ta vie. Aujourd'hui, est-ce que tu ressens que ta vie pro et vie perso est relativement bien équilibrée ou est-ce que il y a encore des éléments que tu souhaites optimiser, d'où tu pars également. Est-ce que, bah, du Mm. coup, vu que toi, tu es vraiment entrepreneuse et que tu es avec quelqu'un qui ne fait pas partie de ce monde, est-ce que pendant un certain temps, vous avez vous-même cherché votre équilibre? Comment ça s'est fait? Quand je me suis lancée, j'avais tendance à beaucoup parler de tout ça. Hmm. Donc, au début, c'était peut-être un peu, j'en parlais un peu trop. Après, ça allait mieux. Et puis après, 2022, ça a recommencé. Là, je travaille un peu plus. Mais là, à l'heure actuelle, je suis contente, assez contente de mon équilibre pro-perso. Parce que du coup, en gros, j'arrive à ne pas dépasser 25 heures de travail par semaine. Donc, c'est vraiment un travail effectif. Donc, vraiment, ouais, quand je travaille vraiment, quoi, 25 heures. Et je m'amuse justement à chaque fin de semaine à calculer combien de temps je travaillais. Et c'est marrant parce que même sans le vouloir, je trouve, je finis toujours par être à 25 heures à peu près. Ok. Journée type, du coup, bah, c'est ce que je t'ai dit juste avant, genre 9h30 midi et 14h, 17h à peu près. Mais souvent, j'aime bien prendre une ou deux demi-journées off dans la semaine. Ok. Genre le vendredi après, si j'ai fini ma semaine et que j'ai rien de spécial à faire, bah, je vais ne pas travailler. Des fois, c'est un matin. Voilà. Et en fait, quand je suis off, pour vraiment bien séparer le pro et le perso, j'essaye de vraiment pas regarder mes mails. Si je vois que j'ai des messages pro sur Insta, bah, je vais ne pas y répondre ou alors dire à la personne que je répondrai plus tard. Mhm. Et par exemple, si je pars en vacances, je ne prends pas mon ordi. Enfin, je fais vraiment une séparation vraiment pro-perso. En gros, je travaille dans mon bureau et dès que je suis plus dans mon bureau, bah, je ne travaille Mhm. plus. Donc ça, c'est Ouais. assez important, je trouve, d'avoir un espace. Parce qu'avant, j'avais tendance à travailler d'un peu partout. Mm. Déjà, mon bureau était dans mon salon. Après, j'allais dans le canapé. Des fois, je travaillais à la cuisine. Et en fait, quand on fait ça, on n'a plus vraiment de limite, on va dire, dans l'espace physique. En fait, on n'a plus de limite pro-perso. Ouais. Et du coup, bah, on est dans son canapé, on ne sait plus est-ce que c'est un endroit pour travailler ou pour chiller, en fait. Donc ça, Complètement. c'est quelque chose que j'ai remarqué quand j'ai pu avoir, donc ça fait 2 ans maintenant que j'ai un bureau vraiment séparé. Et j'ai vraiment remarqué que ça faisait une belle différence par rapport à ça. Et puis voilà, sinon aujourd'hui, une chose où j'ai encore un peu le mal, c'est plus au niveau de mon cerveau, en fait, même si je suis en off, je peux pas empêcher mon cerveau de penser au boulot. Ça, j'arrive pas encore. Mais du coup, c'est là que j'essaie de faire des choses qui me coupent vraiment, comme je disais, des activités créatives, des séries et tout.
Le jardinage, ça marche bien. Est-ce que Donc, tu voilà. est-ce que tu du coup, tu le dis très bien, hein, le cerveau continue un peu toujours de Mm, tourner et malheureusement, l'humain est fait comme ça et j'ai envie de dire presque heureusement plutôt que malheureusement. mm, Donc c'est quelque chose qui fait partie de nous et c'est vrai que quand on est entrepreneur, quand bien même tu débranches ton ordinateur ou ton téléphone, mm, bah, le cerveau, il est toujours un peu en train de travailler, vraiment, hein, c'est presque, subconscient en fait, quand tu es dans ta ouais. douche. C'est pour ça en fait que quand on fait autre chose, les meilleures idées nous viennent parce que en fait, Mm, presque on calme les pensées que l'on a pour donner place à des places à des idées pardon, qui vont ici nous booster, nous motiver. Est-ce que toi, tu as quelque chose qui te permet de décharger cette charge mentale justement? Vu qu'on est souvent dans, le slowpreneuriat est souvent associé, tu vois, à ce truc de charge mentale, de mm, responsabilité. On en a déjà parlé dans cet épisode. Est-ce que toi, tu as une technique, tu écris, tu fais du journaling ou, tu mm, pars très, très loin dans la nature comme tu habites dans la nature ou mm. pas du tout? Il y a un processus que tu mets en place? Bah, c'est vrai que des fois, donc ça m'arrive d'avoir vraiment, c'est vraiment comme si je sentais physiquement ma tête, mon cerveau qui était rempli et qui, comme Mmh. si ça, il y avait trop de choses. Et Ouais. quand je suis dans cet état-là, souvent c'est quand je lance une nouvelle offre ou que j'ai un truc je suis en train de réfléchir à quelque chose de nouveau. Et c'est assez agaçant en fait, moi, des fois ça m'empêche un peu de dormir. Et donc quand c'est comme ça, déjà, première chose que j'aime bien faire, c'est vraiment écrire, soit sur Notion ou alors sur un carnet, tout ce que j'ai dans la tête pour me vider la tête. OK. Ce qui marche bien aussi, c'est les cartes mentales. Donc il y a par exemple l'outil Mindster, Mmh. qui est pas mal pour faire des cartes mentales. Donc il y a déjà ça. Et si c'est pas suffisant, bah justement, ouais, les balades en nature et le jardinage, c'est vraiment les deux activités qui me vident la tête, mais instantanément. Je pense que le fait de sortir de chez soi, du coup, ça aide. Mmh mh. Donc, ouais, le fait de balader, promener mon chien, faire du jardinage. Et enfin, là, depuis 6 mois, je fais aussi des cours de sport collectif. Et j'ai remarqué que ça m'aidait beaucoup aussi. Mmh. Parce que du coup, pendant 1 heure, je suis vraiment. Je pense que aux cours de sport, je pense à rien du tout. En plus, je vois des gens qui sont pas du tout dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, Mmh. en fait, je leur parle pas du tout de travail. Mmh. Donc, c'est pas mal aussi pour couper. Et en général, quand je rentre de mon cours, je suis fatiguée. Et puis, je prends une douche. Et puis après, ça va mieux. En fait, je pense plus à tout ça. Et Ouais, j'aime c'est bien une bonne idée. avoir ce cours en fin de journée. Comme ça me coupe de ma Et journée de travail. c'est une bonne idée de côtoyer d'autres personnes qui sont pas forcément Mm, dans ce milieu-là. Parce que c'est vrai que, bah, généralement, on vous dit: «Il faut faire du networking, il faut aller voir des gens, il faut pas rester tout seul de votre côté». Le seul problème, mm, c'est que le premier réflexe, du coup, que vous allez avoir, c'est d'aller sur Instagram et d'échanger avec des gens qui ont la même vie que vous. Et du coup, en fait, le fait de toujours parler avec des gens qui font partie de l'entrepreneuriat, moi, c'était une erreur que j'avais fait, l'année dernière, mm, de me dire: «Beh, je veux m'entourer» et cetera. Sauf qu'au final, tout, mon cercle d'Instagram, de WhatsApp, tout le monde me parlait tout le temps de business. Et c'est vrai que, je sais pas si c'était déjà arrivé, mais quand je vais, chez le coiffeur, faire mes ongles, et que voilà, que je veux un moment de détente, quoi et qu'on me dit: «Alors, vous faites quoi dans la vie?» et que je dis: «Ah, je fais du marketing digital», à chaque fois on me dit: mm, «Ah, mais moi, mes réseaux, machin». Donc au final, les gens sont constamment toujours en train de te parler de ton mm, business et le fait de rentrer dans des cours un peu comme ça collectifs, ça permet en fait de juste ne plus parler de ça. Et au mm, début, c'est compliqué, hein. Au début, moi-même, j'avais du mal à me dire, «OK, alors là, il faut que je débranche parce que là, sinon, je vais avoir l'air un peu antipathique alors que je vais juste être dans mes pensées» et au final, petit à petit, quand tu t'ouvres aux gens, bah, au final, tu te rends compte que quand tu y vas, bah, tu penses à mm. tout sauf à ça et ça, c'est trop Ouais, bien. Franchement, le fait que le cerveau se calme un petit peu, c'est, la meilleure sensation. Du coup, moi, ouais, je le c'est fais clair. 3 fois par semaine et Mm, c'est trop bien, quoi. C'est la pause que j'avais réellement besoin. Hem mm, Moi, j'ai trouvé ouais. ça parce que justement, comme tu le disais très bien, j'ai commencé à avoir des douleurs physiques et puis j'ai commencé à vouloir aussi autre chose pour ma vie, tant ma vie perso, ma vie de couple, ma vie familiale, mais également pour moi-même. Donc je me suis Mm. penchée sur le sport. Hem, Est-ce que c'est souvent la première étape? Par quoi est-ce que tu recommanderais qu'on commence en fait quand, on veut mettre en place du slowpreneuriat? Est-ce que, il y a une méthodologie? Est-ce qu'il y a un pas à pas? Comment on fait pour commencer si on veut justement travailler ces fameuses Mm. 25 heures par semaine et sans, Ouais. avoir l'impression d'être stressé ou de passer à côté de quelque chose. Mm. Ouais. Bah, j'ai réfléchi justement à cette question. Je me suis dit que pour moi, il y avait
4 grandes étapes. OK. La première, j'en ai déjà un peu parlé, du coup, c'est vraiment de partir de soi. Donc, vraiment de voir quel est notre rythme, comment on fonctionne, Mmh. surtout ce qui compte pour nous. Donc, ça revient un peu à savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire côté perso. Est-ce Mmh. que c'est nos enfants, notre famille, une association, des activités créatives, enfin vraiment savoir ce qui nous motive à ralentir, pourquoi on veut le faire, qu'est-ce qui est en valeur avec nous, etc. Donc ça, c'est vraiment la première étape de partir de soi et de savoir pourquoi on veut faire ça. Mmh. Ensuite, la deuxième étape, je trouve que c'est bien du coup de partir de tout ça, de ce qu'on aime, ce qui est important pour nous et de nos valeurs, pour analyser justement nos tâches actuelles. Genre, Mmh. en gros, on peut prendre son planning ou son agenda depuis plusieurs mois et on va regarder tout ce qu'on fait au quotidien. Est-ce que ça nous plaît vraiment? Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'on a envie de le continuer? Donc, ça peut être soit juste des tâches qu'on fait régulièrement, soit justement nos offres, réfléchir à nos offres. Est-ce qu'elles nous correspondent toujours? Est-ce qu'on a toujours envie de les faire? Ça peut être aussi des clients. Des fois, on a des clients qui vont prendre beaucoup d'énergie, Ouais. avec qui on n'a plus envie de travailler. Mmh. Et du coup, pour vraiment tout son quotidien, voir en gros qu'est-ce que ça nous apporte, ou est-ce que à l'inverse ça nous plombe plus qu'autre chose, est-ce que c'est énergivore ou est-ce qu'au contraire ça nous donne de l'énergie. Donc vraiment analyser en fait à l'état actuel comment ça se passe. Et du coup, troisième étape, une fois qu'on a fait ça, forcément, on va faire un peu de tri pour Mmh. voir qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on a plus envie d'avoir, ou alors si on aime bien, mais on sent qu'il y a un petit truc qui cloche, on peut juste améliorer, modifier. Mmh. Et puis, il y a des choses s'il y a des choses qu'on aime vraiment, on peut les garder et peut-être les amplifier encore plus. Et l'idée, c'est vraiment un peu comme la loi de Pareto du 80-20, donc qui dit qu'en gros, 80% des résultats viennent de 20% de nos actions. L'idée, c'est un peu ça, c'est de trouver c'est quoi les 20% qu'on fait et qui, du coup, pour l'instant, représentent que 20% de notre planning, mais qui finalement représentent peut-être 80% de notre chiffre d'affaires ou 80% de notre plaisir au quotidien. Et du coup, donc de vraiment capitaliser sur ce qui est important pour nous et ce qu'on aime, etc. Donc vraiment faire un tri. Et une fois qu'on a fait tout ça, quatrième étape, donc ça va être de se lancer avec ce nouveau quotidien, on va dire. Et là, du coup, c'est plus une question de gestion du temps et de l'organisation pour réussir à faire entrer les choses donc importantes et qu'on garde, mais dans moins de temps, enfin réussir à être plus efficace, fonctionner peut-être plus avec des blocs de temps de deep work, donc Ouais. vraiment de travailler à fond sur une tâche pendant 2 heures par exemple. Enfin, vraiment faire un planning idéal. Enfin, là, c'est vraiment toutes des techniques d'organisation qui vont nous permettre de justement de développer ce qui fonctionne bien, ce qu'on veut garder pour réussir à développer notre entreprise, mais en même temps travailler un peu moins qu'avant. OK, et du coup, pour toutes les personnes qui aimeraient justement mettre ça en pratique ou du moins avoir, une bonne organisation, réussir à peut-être intégrer Notion dans leur quotidien, dans leur, vie d'entrepreneur, comment est-ce qu'on peut faire pour travailler avec toi? Est-ce que toi tu rentres, dans le business et tu vois un peu comment est-ce qu'on peut faire pour justement ajuster tout ça? Parce que tu le disais très bien, hein. OK, certes, on va mettre en place, mais après il y a des ajustements qui vont devoir être faits, parce que sur le Mm. papier et en pratique, ça va être 2 choses différentes. Comment on fait pour avoir de De l'aide? mon côté, du coup, je propose des séances de coaching d'organisation. Mmh. Donc, il y a à la fois les séances à la carte et aussi un accompagnement plus global avec plusieurs séances. Et du coup, c'est pendant ces séances-là qu'on va pouvoir justement analyser un peu votre planning, comment faire votre planning idéal, comment mieux vous organiser, voir les astuces qui fonctionnent pour vous, etc. Toujours en partant de votre fonctionnement, pour que ce soit adapté à vous. Côté Notion, du coup, j'ai des templates Notion. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, j'en ai un seul gros, mais il y en a bientôt d'autres plus petits qui vont sortir. Donc ça, OK. c'est sur ma boutique en ligne. Et de temps en temps, j'aime bien aussi faire des ateliers collectifs en visio, à petit prix, sur l'organisation sur Notion. Donc voilà. Et sinon, j'ai aussi pour projet de créer une deuxième chaîne YouTube qui sera plus axée justement organisation Notion. Donc voilà. En tout cas, je pense que le meilleur endroit où me retrouver pour être au courant de tout ça, c'est sur Instagram. De toute façon, je vous mets tous les liens juste en Mm. dessous de cet épisode de podcast si vous voulez vous renseigner, si vous souhaitez approfondir certaines thématiques que l'on a pu aborder aujourd'hui, parce que chaque question aurait pu être des vidéos hyper longues pour vous expliquer plus en Mm. profondeur. Donc n'hésitez pas, je vous mets tout ça juste en dessous.
Merci beaucoup à toi, Laura, en tout cas, d'avoir fait partie de la But First Academy et d'avoir pris le temps d'échanger avec moi. Et de Bah, toute merci à façon, je te toi. dis à très vite. À très vite. Bye.